Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jacques Tibéry, rédacteur en chef du Low Tech Journal. On parlera de notre addiction au téléphone portable. Peut-on se libérer du smartphone? Réponse juste après ces titres. Dans notre débat, on va évoquer la transition énergétique des territoires avec l'exemple de Dunkerque et de sa zone industrielle bas carbone. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez les brosses à dents made in France de la marque EOP. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Jacques Tibéry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint du Low Tech Journal. Vous publiez « Je me libère du smartphone » aux éditions Dandelion. Alors avant de savoir comment s'en libérer, il faut peut-être décrire cette addiction. Je veux bien que vous m'aidiez ou que vous nous aidiez à évaluer notre dépendance au smartphone. Alors, il y a plusieurs tests qui ont été créés par notamment des psychiatres américains. Au début du livre, il y a justement un test sur 3 pages. Vous cochez et puis un petit peu comme dans les magazines People, vous regardez combien vous avez de cochés de mauvaises cases, entre guillemets. Et en fait, l'addiction, c'est extrêmement simple. Pour moi, il y a 3 façons de le calculer, de le remarquer. D'abord, c'est que vous vous endormez avec le téléphone entre les mains ou vous vous endormez en ayant posé le téléphone à côté de vous parce qu'il vous sert de réveil, très dangereux. Et deuxièmement, vous vous réveillez avec le téléphone entre les mains. Ça déjà, très mauvais signe. Et ensuite, vous allez remarquer, moi je propose à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, d'essayer quelque chose, c'est de faire une journée sans smartphone. Vous faites ça le dimanche, comme ça vous n'avez pas de problème avec votre employeur. Et vous le laissez chez vous et vous partez. Et vous allez voir que automatiquement, votre cerveau va aller chercher le téléphone dans votre poche. Votre main va aller chercher le téléphone dans votre poche pour aller vérifier quelque chose. C'est parce que votre cerveau a besoin d'une petite dose de dopamine qu'il va trouver en trouvant une réponse qu'il va trouver dans le téléphone. Et donc, le cerveau a associé, un peu comme le réflexe de Pavlov, il a associé le téléphone à du plaisir. Et c'est là que l'addiction commence. Et c'est pour ça que vous parlez, vous utilisez le terme d'extension. C'est une extension du cerveau, du bras, du corps, quoi. À une époque, on parlait de l'homme augmenté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en fait, nous sommes tous des humains augmentés grâce à ce device, grâce à ce téléphone. Maintenant, il y a les montres, maintenant, il y a les objets connectés. Eh bien, en fait, nous sommes des cyborgs. Nous sommes des cyborgs parce que cet objet nous permet d'abord de nous dédoubler. On peut être à 2 endroits à la fois. On peut être dans une réunion où on s'ennuie tout en parlant à sa chérie et en organisant sa soirée. Ce qui était totalement impossible à l'époque du téléphone à fil. Donc, vous n'êtes plus à ce que vous faites. Et donc, vous êtes dédoublé. Et ça, c'est un super pouvoir. Si on regarde dans les années 50, on aurait dit ça, on vous aurait fait un super-héros, quoi. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le smartphone a un tel succès. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'arrêter, de ne plus avoir ce smartphone et donc d'écrire ce livre? L'envie d'arrêter, c'est une anecdote toute bête. Je dois me rendre à un événement, je dois le couvrir en tant que journaliste. Je me mets dans la chambre d'hôtel et je commence à swiper sur Instagram. Et en fait, je loupe l'événement et je me réveille. Je sors du téléphone à 22h10 alors que je m'y étais mis à 18h. Et là, il y a un problème. Et donc, je commence à ce moment-là, j'étais journaliste, expert high-tech. Donc, pas encore rédacteur en chef du Low Tech Journal. Et en fait, c'est un des éléments qui a conduit à ma bascule, avec des enquêtes sur la géo-ingénierie. Et quand je suis arrivé à ce point-là de me dire il y a un problème, j'ai commencé à travailler sur la question. Après, j'ai mis des années, moi, à résoudre le problème, à comprendre qu'il y a un problème et à le résoudre. Ensuite, j'ai écrit un petit article en ligne qui avait énormément de succès. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose, il y a un besoin, il y a une demande, je vais en faire un livre. Donc, on en fait un livre avec évidemment ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Derrière ça, il y a des géants d'Internet qui créent notre dépendance. On peut aller jusque-là? Oui, je vais dire des choses qui semblent un peu fortes aux gens. Mais pour moi, donner un smartphone à un adolescent de 12, 13 ans, 14 ans pour lui mettre un peu un fil à la patte et pour se rassurer parce qu'il va à l'école tout seul, c'est un peu comme si vous lui donniez un paquet de cigarettes.
Voilà. L'objet est conçu, on parle de evil by design. L'objet est conçu pour vous manipuler. C'est vraiment, moi j'ai rien contre l'objet smartphone en tant que tel. C'est juste un petit ordinateur. Il n'y a rien de méchant sur l'objet lui-même. Mais à l'intérieur, la façon dont on a conçu les différentes applications, les différents systèmes, c'est vraiment conçu pour vous manipuler, pour vous rendre addict, à la fois ça change votre cerveau, ça change la chimie de votre cerveau, ça attaque un peu vos yeux, mais surtout c'est vos émotions. Ça manipule vos émotions en permanence. Tout ça, à mon sens, juste parce qu'on se dit on va gagner un petit peu plus d'argent en les poussant à consommer un petit peu plus. Ouais. Voilà. Oui, effectivement. Et donc vous avez décidé de vous sevrer en plusieurs étapes. Alors quelles sont ces étapes ? D'abord, je me suis dit, un peu comme la cigarette ou l'alcool, il faut arrêter du jour au lendemain. On ne peut pas faire un petit peu. Et donc, j'y suis pas arrivé parce que c'est trop brutal. Donc j'ai fait en différentes étapes. J'ai commencé à retirer quasiment toutes les applications pour rendre mon téléphone plus bête. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, je remettais les applications sous des prétextes fallacieux. Là, je me suis dit, il y a une chose à faire, c'est qu'il faut le retirer de la chambre. Il faut donner des moments où je n'ai pas accès au téléphone, donc je l'éteins, par exemple. Ouais. Et puis ensuite, je me suis acheté donc un dumb phone, donc un téléphone basique, qui ne fait que téléphoner et envoyer des SMS. D'accord. Et là, vraiment, j'ai passé en fait plusieurs mois, voire un an, à jongler entre les deux. D'accord. Et maintenant, vous n'avez plus que celui-là. Maintenant, j'ai plus besoin que de ça. Voilà. Alors, ce qui suppose quand même un peu d'adaptation. De quel ? Parce que voilà, il y a quand même, c'est tellement entré dans notre quotidien que c'est quand même pas si facile de s'en passer. Moi, par exemple, pour choisir mon itinéraire tous les jours, je vais utiliser mon smartphone. Donc, quelles adaptations vous avez mises en place ? Alors là, en effet, il faut revenir aux années 80. Ouais. Donc, il faut reprendre un plan. Moi, je suis venu avec le plan de Paris. J'ai un peu galéré, mais je suis arrivé à l'heure. Il faut se préparer. En fait, ce qui est intéressant de voir avec le smartphone, c'est que ça permet d'avoir une société de l'improvisation permanente. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous ne savez pas en fait où vous allez aller. Vous avez l'adresse et vous la tapez dans votre téléphone et votre téléphone vous dit comment y aller. Si vous n'avez plus de téléphone, vous êtes obligé d'être organisé. Oui, d'anticiper. Et donc... c'est qu'on faisait avant, c'était il n'y a pas si longtemps. Exactement, mais c'est très romantique d'être désorganisé, de dire à sa femme ou à son mari ou à son copain, viens, on va dans le restaurant japonais le plus proche. Et puis ensuite, c'est le téléphone qui va le choisir pour vous. Mais est-ce que c'est vraiment de l'aventure ? Voilà. Donc il faut être plus organisé, ça c'est la contrainte. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des problèmes parce que c'est un monopole maintenant le téléphone. Par exemple, pour faire un virement, vous êtes obligé d'avoir un système qui va faire une deuxième sécurité avec le téléphone. C'est vrai. Eh bien, avant, il existait ce qu'on appelle des cartes à clé. C'est des petites cartes avec des abscisses ordonnées. Voilà. Eh bien, ça, il n'y a plus qu'une seule banque qui le fait. Alors donc, vous faites comment, vous ? Eh bien, je suis dans cette banque. Vous avez choisi cette banque-là pour ce critère. Voilà. Et quand elle si par malheur, quand ils arrêtent, elle suspend la carte à clé. Eh bien, il y a un combat à mener, c'est-à-dire que soit, moi je vais dire, est-ce qu'on peut pas faire avec des SMS ou moi après je vis avec mon ordinateur, c'est mon ordinateur qui fait ma vie, qui prend le relais d'un certain nombre de services. Je me suis pas coupé un bras, je suis pas devenu handicapé social, pas du tout. Mais c'est simplement, j'ai besoin d'être un peu plus organisé et de faire un effort supplémentaire. Il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de QR codes en fait, et sans le QR code, on n'a pas les infos, ou même on ne peut pas tout simplement utiliser le service, choisir des plats dans un restaurant, j'en passe et des meilleurs. Quoi. Alors ça c'est très intéressant le QR code. Hier je vais au restaurant, le serveur me dit vous avez le QR code. Non, donc je me suis levé, je suis allé à la carte à l'entrée, j'ai appris les 2 plats que je voulais par cœur, je me suis rassis et je lui ai dit par cœur. Bon. Voilà, par exemple. Mais c'est un petit effort supplémentaire. Mais en effet, quand il y a eu, par exemple, les Jeux Olympiques, si vous aviez le QR code du matin que vous aviez imprimé sur votre imprimante et qu'il avait été modifié l'après-midi pour des raisons de sécurité, vous ne pouviez plus rentrer dans le stade, vous n'avez plus de smartphone. Vous voyez, le pouvoir de la chose, ça devient un peu une prison. Donc il faut que les autorités se rendent compte que l'État, la collectivité publique, a pour obligation de proposer une alternative toujours. Bon. Il faut terminer, il nous reste 1 minute, c'est passé trop vite, mais les avantages, parce qu'il y en a plein, il y a quelques contraintes que vous venez de décrire, mais les avantages sur votre vie c'est le temps. Vous gagnez un temps fou
et vous recommencez à lire. C'est pour ça que j'ai fait un livre papier qui est court pour ceux qui n'arrivent plus à lire. Voilà, franchement, vous allez y arriver. Parce que y a des personnes qui n'arrivent plus à se concentrer dans la lecture. Ouais. Or, la lecture, c'est un travail intellectuel et c'est un travail psychologique énorme qui va vous apprendre énormément de choses. Revenir à une lecture de livres libérés comme ça va vous libérer le temps pour revenir à ce type de loisir-là. Merci beaucoup Jacques Tibéry. Merci à vous. Vous êtes rédacteur en chef du Low-Tech Journal et que vous publiez donc ce livre « Je me libère du smartphone ». C'est aux éditions d'Andélion. Merci. On passe à notre débat, la transition énergétique des territoires au programme. C'est le débat de Smart Impact. On parle de la transition énergétique des territoires avec Raphaël Ponce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Écosystème D. Adrien Berthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable du projet décarbonation d'aluminium Dunkerque. Écosystème D, c'est donc un groupement d'intérêt public qui en est à l'origine, qui regroupe-t-il ? Alors, c'est un groupement d'intérêt public qui a été mis en place et lancé par la communauté urbaine de Dunkerque et Patrice Vérit, son président, qui réunit quelques collectivités, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, le Grand Port Maritime de Dunkerque et aussi des chambres consulaires comme la CCI. Mais la particularité de ce groupement d'intérêt public, c'est justement d'ouvrir ses portes aussi à tous les industriels du territoire, dont Aluminium Dunkerque, pour créer un collectif qui travaille sur différentes thématiques, donc la transition énergétique, la décarbonation du territoire, la transformation industrielle de ce territoire, et donc on fixe des feuilles de route, on construit des trajectoires communes pour travailler sur ces sujets-là. Oui, l'idée c'était d'en faire un peu une expérience pilote ou en tout cas pionnière. Il y avait cette ambition-là ? Alors oui, c'était au départ quelque chose qui se voulait pilote, mais aujourd'hui on est vraiment dans les actions concrètes. On porte des grands projets d'aménagement du territoire, de construction des infrastructures nécessaires à la décarbonation des industriels, et surtout on a une mission aussi d'accompagner, de développer le territoire par l'accueil de nouveaux industriels qui viennent avec une logique évidemment de zéro carbone, bas carbone. Oui, il y a cet objectif commun, on l'a bien compris. Aluminium Dunkerque, je veux bien que vous nous présentiez l'entreprise en quelques mots. Alors, Aluminium Dunkerque, on est un des plus gros producteurs d'aluminium primaire en Europe. C'est quoi l'aluminium primaire ? L'aluminium primaire, c'est l'aluminium pur qui vient extrait du minerai qui est transformé pour former un aluminium qui est 100% pur, qui est ensuite mélangé avec différents métaux pour former les différents alliages pour les différentes applications qui sont recherchées. Nous, on produit 280 000 tonnes à peu près, donc ça c'est ce qui est un des plus gros producteurs d'Europe, et ça correspond à plus de 4 TWh d'électricité par an. On est le plus gros site consommateur d'électricité en France. D'accord, et avec évidemment un enjeu majeur de réduction de cette consommation. On peut peut-être dire un mot de l'aluminium, qui est quand même un matériau intéressant, vous dites indispensable à la transition énergétique. Pourquoi ? Tout à fait, il a beaucoup de propriétés très intéressantes, en particulier sa légèreté, qui permet à certaines applications en fait, de gagner en poids, donc c'est son intérêt dans l'automobile, dans les véhicules électriques aussi, en particulier vu que les véhicules sont relativement lourds, mais c'est aussi des propriétés physico-chimiques qui sont intéressantes pour différentes applications dans les batteries. Après, l'autre intérêt, dont je pourrais y revenir plus tard, c'est la recyclabilité de ce matériau, ça, qui est 100% recyclable et à l'infini. Et on en parlera de la recyclabilité. L'un des objectifs d'Écosystème D, vous nous l'avez dit, c'est de faire de Dunkerque un territoire bas carbone. Alors si on rentre dans le détail, il y a quoi ? Il y a une zone industrielle bas carbone. Je crois que le programme s'appelle Décarbonation, c'est ça ? C'est ça. De quoi il s'agit ? Racontez-moi. Alors, écoutez, c'est d'accompagner la transformation. Dunkerque aujourd'hui est composé d'un tissu industriel historique avec des grands métallurgistes, dont Aluminium Dunkerque, mais aussi des nouveaux industriels qui viennent s'installer. Toute la filière de la batterie pour les véhicules électriques qui est en cours d'implantation sur le territoire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur une stratégie globale et collective du territoire sur la diminution des émissions de CO2. Donc, on travaille avec les industriels existants sur le territoire pour les accompagner vers une décarbonation progressive, avec l'objectif en tout cas qui est fixé aujourd'hui par l'Europe de zéro émission de CO2 à l'horizon 2050. Mais concrètement, ça veut dire que si un nouvel acteur veut venir s'installer dans la région, il doit s'engager à un certain nombre d'objectifs de décarbonation, ou en tout cas à une trajectoire ? Oui, effectivement, aujourd'hui, les industriels qui viennent sur ce territoire, ils choisissent d'abord Dunkerque parce qu'on a cette stratégie bas carbone.
on transforme les industriels qui sont déjà sur place. Et ceux qui arrivent avec cette logique-là de permettre un développement d'industrie du futur bas carbone. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on porte des projets surtout avec le Grand Port Maritime d'infrastructures nécessaires à la décarbonation. On pense par exemple, l'électricité, électrifier l'ensemble du territoire pour permettre de basculer sur des consommations d'électricité bas carbone, avec la chance d'avoir également nous une centrale nucléaire et on espère 2 futurs EPR2 sur les 10 prochaines années. C'est de construire aussi des infrastructures autour d'autres utilités comme l'eau, comme l'hydrogène, comme le CO2, tout ce qui est les infrastructures nécessaires à la décarbonation. Donc chaque industriel existant porte son projet à son propre développement, et nous on travaille de façon collective pour aménager le territoire ou faire venir des industriels qui s'inscrivent dans cette stratégie de bas carbone. À la dimension d'Aluminium Dunkerque, vous êtes responsable de ce projet décarbonation. Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Alors déjà peut-être resituons ce que sont les sources d'émissions d'Aluminium Dunkerque. Nous, on est un process qu'on appelle avec des émissions fatales, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas réduire ces émissions si facilement. Ce sont des émissions qui sont liées au process même de fabrication de l'aluminium. On produit de l'aluminium, on produit du CO2, qui sont donc pas des utilités comme la chaleur, sur lesquelles on a beaucoup plus de leviers technologiques. Donc c'est un changement radical de process qui doit être mis en œuvre sur notre site, chose que nous avons mis dans notre feuille de route, donc un changement assez radical. Et par rapport à ces émissions, nous, par ailleurs, dans l'aluminium, on a beaucoup de chance. Comme je l'ai dit auparavant, on consomme beaucoup d'électricité, mais par rapport à nos concurrents internationaux, nous avons la chance d'avoir une électricité nucléaire très bas carbone. Donc on a une électricité décarbonée. Mais enfin ça, c'est alors quand les centrales tournent à plein régime, ce qui est le cas en ce moment, donc tout va bien. Mais qu'est-ce que parce que j'ai du mal à comprendre là, dans votre process de fabrication de l'aluminium, qu'est-ce que vous avez changé en fait ? Alors, nous sommes en voie Ou qu'est-ce que vous voulez changer ? Dans la réaction elle-même, ce que nous allons mettre en œuvre, c'est un procédé de capture de carbone, pour lequel nous visons à capter 250 000 tonnes de CO2. Nous sommes partant des sites les plus émetteurs en France, donc c'est des volumes relativement importants, et pour lesquels nous avons la chance d'avoir effectivement la proximité des autres acteurs industriels et d'écosystème D pour fédérer les acteurs et construire cette infrastructure de transport de CO2 qui sera nécessaire à la réalisation de ce projet. Ah oui, donc là, on est dans un projet commun. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui vont essayer de capter le CO2, ensuite, il sera transporté. Qu'est-ce qu'il va devenir ? On est dans une logique de circularité. Alors, il y a plusieurs briques, vous l'avez dit, mais aujourd'hui, les industriels, la première chose qu'ils font, c'est réduire leurs émissions à la source. Ça, c'est la première action. Avoir une sobriété dans la consommation, et après, travailler sur les changements de process qui vont avoir des impacts en termes de réduction du CO2. Et quand on arrive au bout de la chaîne, on doit capter le CO2 qui est émis par les industriels, et donc construire des infrastructures de collecte de CO2. Soit il peut être réutilisé dans d'autres fabrications, par exemple la construction de carburants de synthèse, les e-fuels, tout ce qui est pour l'aviation, les ISAF. Et puis ce qui ne sera pas utilisé sera finalement, j'ai envie de dire, ramené en stockage dans le milieu naturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des champs de captation et de stockage de CO2 en mer du Nord qui sont aujourd'hui en cours de réalisation. Et c'est pour ça que sur le territoire dunkerquois, donc on construit une infrastructure de stockage ou de transformation du CO2, de liquéfaction du CO2 pour le mettre après dans des bateaux qui vont aller stocker ce CO2 en mer du Nord. Il y a aussi des projets aussi de pipe, de construction de réseaux de gaz, de CO2 qui iront jusqu'en mer du Nord pour stocker ce CO2. C'est un investissement lourd de la part d'écosystème D. C'est-à-dire que derrière ma question, il y a est-ce que les entreprises auraient pu le faire seules, sans vous? Alors l'intérêt, c'est de mutualiser, les coûts. Donc chaque entreprise évidemment participe massivement à ces projets. On est soutenu par l'État français, on est soutenu par l'Union européenne pour réaliser ces projets. Quand on parle à Dunkerque, quelques chiffres, c'est à peu près 6 à 7 milliards d'euros d'investissement autour de la décarbonation, si on veut aller au bout de la chaîne de décarbonation. Donc évidemment, tous ces investissements sont portés
très largement par les industriels. Les collectivités participent et contribuent, surtout sur l'aménagement des infrastructures nécessaires. Par exemple, le réseau de RTE construit des lignes électriques nécessaires à la décarbonation. Donc chacun joue son rôle dans ce collectif dunkerquois. Ouais, alors je veux bien qu'on parle aussi, Adrien Berthier, de effectivement recyclage. Alors de quoi on parle? C'est recyclage de vos déchets, recyclage de l'aluminium que vous produisez. C'est quoi le principe? Alors oui, l'intérêt déjà, c'est que l'aluminium, quand il est recyclé, consomme 95% moins d'énergie que lorsqu'on le produit par notre processus. Donc c'est l'intérêt vraiment de générer plus d'aluminium pour un coût énergétique moindre. Cet aluminium est 100% recyclable s'il est effectivement bien trié. Alors il y a différents types de déchets. Comme vous le dites, sur le site, nous réutilisons déjà l'aluminium que nous produisons et qui peut générer des rebuts, sont réintégrés dans nos processus. Mais on parle aussi de réutiliser de ce qu'on appelle du scrap qui post-utilisation, donc issu des différents applications que vous pouvez retrouver. Donc cette chaîne de valeur aujourd'hui existe, c'est ce qu'on appelle l'aluminium secondaire. Ouais. Et aujourd'hui, nous c'est pas votre métier de départ, on a bien compris. C'est pas tout à fait notre métier de départ, tout à fait. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'optimiser, d'augmenter la capacité de traitement de ces volumes et donc, in fine, d'augmenter la capacité de recyclabilité de toute la chaîne. Avec, je crois, un nouveau four de fusion, c'est ça qu'il a fallu ou qu'il faut construire pour intégrer, si j'essaie de bien comprendre, cet aluminium secondaire dans le process, c'est ça? Tout à fait. Un 8e four qui est en cours de construction. C'est une dizaine de millions d'euros qui a été subventionné par l'ADEME, par le Fonds France 2030, que nous remercions pour ce soutien, qui est en voie d'être mis en service cette année. Et donc qui permettra de produire cet aluminium, j'allais dire de seconde main, c'est pas le terme, mais en tout cas c'est l'idée. Non, on aura la même qualité, effectivement, donc 20 000 tonnes supplémentaires de production sur notre site grâce à 7 000 tonnes d'aluminium issu du recyclage. C'est ça, ok. Un dernier mot sur l'aspect, on disait c'était un projet un peu pilote et pionnier, est-ce qu'il inspire d'autres villes dans le monde? Alors oui, on a la chance, on a une double actualité. On a été retenu par le World Economic Forum comme le premier cluster français qui fait partie d'un collectif de territoires qui travaille autour de la décarbonation. Et puis cette année, on aura l'occasion avec Dunkerque d'aller présenter cette expérience territoriale à Osaka lors de l'Expo universelle dans le pavillon français. On a l'occasion de montrer l'expérience de Dunkerque sur différents volets parce qu'autour de la décarbonation, vous avez aussi toute la transformation d'une ville comme Dunkerque, son urbanisme ou son territoire aussi. Et donc on va avoir la chance de pouvoir présenter ce merveilleux exemple dunkerquois. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Thomas Janvray, bonjour. Bonjour Thomas. Co-fondateur de la marque EOP qui vient d'être lancée avec Alexis Godichaud. C'est quoi EOP? Racontez-moi. Alors EOP, c'est une marque qui est à destination de la grande distribution. C'est une marque qu'on a créée l'année dernière effectivement avec Alexis, mon associé. L'enjeu d'EOP, c'est quoi? C'est de démocratiser des objets du quotidien que tout le monde utilise et de les fabriquer en France. Donc effectivement, on a oui, commencé... si vous avez des brosses à dents dans la poche de votre veste, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Expliquez-moi. Donc ceci est une brosse à dents rechargeable. L'idée c'est... Montrez-le assez haut qu'on la voit bien, voilà. Voilà, c'est de pouvoir... Donc en fait, on a un manche qui est en bioplastique dans lequel va s'insérer une petite brossette. D'accord. Et l'idée c'est quoi? C'est de réduire de 90% l'usage du plastique lié au brossage de dents. Okay. Ça, c'est pour la partie produit. Et pour la partie, on va dire, économique, eh bien, il y a 180 millions de brosses à dents qui sont vendues chaque année en France. Ouais. Et 95% d'import. Oui, effectivement. Donc ça, c'est fabriqué chez nous à Angers. 180 millions de brosses à dents, 90-95% d'importés. Là, ce sont des brosses à dents faites en France. Il y a aussi une version bois, c'est ça l'autre? Absolument, il y a une version bois. Donc là, on utilise du bois de hêtre, forêt française, du Jura. Et donc, nous, ensuite, on va aller
faire l'empoilage, ça s'appelle empoiler, donc ça constitue une alternative aux brosses à dents naturelles qu'on trouve beaucoup en grande distribution, mais qui sont à base de bambou et donc forcément importés d'Asie. Alors justement, de quoi sont majoritairement composées finalement nos brosses à dents? Parce que si c'est 90 ou 90% des 180 millions vendus chaque année, elles viennent d'où et elles sont composées de quoi? Alors les brosses à dents aujourd'hui, elles sont essentiellement donc de provenance asiatique pour 95% comme je le disais. Elles sont souvent, si vous avez l'image d'une brosse à dents, vous avez un plastique qui va être un peu dur et puis parfois un plastique un peu plus mou. Donc en fait, c'est déjà deux matériaux qui sont différents. Et donc c'est beaucoup plus difficile à recycler. Exactement, c'est quasiment impossible à recycler. Nous on a fait le choix d'un monomatériau, donc c'est du PP biosourcé à 40%, donc qui est beaucoup plus facilement recyclable. Voilà. Elles sont construites. Alors on se dit, ok, on va faire des brosses à dents françaises. Super, l'idée. Parce que l'entreprise, elle existe, votre entreprise, depuis 7-8 ans, c'est ça? Elle existe depuis 8 ans. Ouais, et vous aviez lancé d'autres produits. Donc vous dites, ok, on va faire aussi de la brosse à dents. Il y a la filière, est-ce que c'est compliqué de faire d'une brosse à dents en France? Alors, il n'y a pas forcément la filière, justement, parce qu'en fait, quand on a démarré l'activité il y a 8 ans, d'ailleurs, jour pour jour, on fête nos 8 ans. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et en fait, on a voulu revisiter cet objet du quotidien sous l'angle 1, Made in France, et 2, éco-responsable, avec donc justement des matériaux qui soient un peu différents. Le marché est gigantesque, rien qu'en France, comme je disais, 180 millions de brosses à dents. Il n'y avait pas forcément de filière organisée, donc effectivement, il a fallu sourcer le menuisier qui va nous faire le manche, trouver la machine qui va nous permettre de faire l'empoilage, et puis y aller un peu par... aller sur ce marché-là, pas par la grande porte, j'entends par la grande porte, soit la pharmacie ou la GMS, parce que ce sont les deux principaux canaux de distribution pour acheter une brosse à dents aujourd'hui. Donc on a fait le choix d'y aller plutôt par des chemins de traverse plutôt, magasins bio, épicerie vrac, concept store, savonnerie. Et aujourd'hui, en termes de distribution, vous en êtes où justement? Eh bien, donc, on a une marque qui est dédiée au magasin bio, épicerie vrac, concept store, savonnerie. Une marque qui est dédiée à la GMS, donc qui est EOP. Et puis, on a une activité de sous-traitance également, où on va pouvoir travailler pour d'autres marques qui vont nous faire confiance. Très rapidement, en dehors des brosses à dents, il y a d'autres produits qui sont proposés sous la marque EOP? Alors, sous la marque EOP, on a qui dit brosse à dents, dit dentifrice. Là, c'est pareil. Les dentifrices, il y en a beaucoup. Donc on s'est dit, on ne va pas faire du tube de dentifrice classique. On va plutôt aller sur quelque chose qui est encore assez peu connu, mais qui existe néanmoins depuis de nombreuses années. C'est le dentifrice à croquer. Je n'en ai pas sur moi, désolé. Donc c'est une pastille de dentifrice qu'on va croquer, ça va mousser, on se brosse les dents, on recrache comme un dentifrice classique. C'est une galénique qui est encore assez peu connue, mais qui va l'être de plus en plus parce que le gros avantage, c'est qu'on ne transporte pas d'eau quand on livre un dentifrice à croquer. Évidemment. Merci beaucoup Thomas Janvray. À bientôt sur Be-Smart for Change. On passe tout de suite à la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be-Smart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!